ma première question, en fait, hein, Mathieu, c'est bah, pour, comment est-ce que tu as vu le fait que qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille par rapport au fait que il pouvait se passer ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, Mathieu? Alors, en fait, pour être exact, j'ai pensé que l'amener au sol, donc la partie lutte, pourrait être la clé, sachant que bon, j'avais bien comme idée que l'un comme l'autre n'étaient pas des spécialistes ni de la lutte ni du grappling, effectivement, et que le jeu en grappling au sol était quand même forcément limité, même s'ils ont tous les deux montré de très belles choses. On a vu notamment une belle tentative de clé de talon de Cyril Gane, mais qui peut-être lui coûte la victoire, parce qu'il a pris un risque et s'est retrouvé sur le dos par la suite. Mais donc voilà, pour en revenir à ce qu'on disait, ce que j'avais en tête, c'était que celui des deux qui mettrait l'autre sur le dos pourrait prendre un ascendant. Justement parce que, étant limité en grappling, il y avait quand même assez peu de chances, même si on a vu de belles défenses de part et d'autre, que l'un ou l'autre tente une soumission sur le dos. C'est déjà rare en poids lourd. Là, on avait deux spécialistes plutôt de la boxe. Mais par contre, pourquoi l'amener au sol? Pourquoi la lutte? Parce que on les connaît tous les deux très dangereux en boxe, de deux manières. Bon, l'un avec le volume, la variété technique, l'autre avec la puissance de frappe, mais il y avait des chances qui s'annulent un petit peu, dans ce domaine-là. Ce que je pensais, c'est que Cyril, effectivement, par la vitesse d'exécution, par les déplacements, pourrait mettre dans le vent Francis Ngannou et ses grosses frappes, ce qui s'est plus ou moins produit, mais que par contre, il aurait du mal à finir Francis Ngannou, et que donc, d'un côté comme de l'autre, la tentative d'amener au sol pourrait faire une différence. Alors pour Cyril, évidemment, parce que même si Francis, on l'a vu, a bien défendu, on pouvait estimer que sur le dos, il serait moins à l'aise. Mais aussi pour Francis, et ça, c'est ça dont on n'avait pas parlé. Alors, j'étais pour Cyril, hein, en tant que Français, je pense que ça pouvait aller d'un côté ou de l'autre. Mais le danger pour moi, c'était que Cyril, même s'il montre de très belles choses dans toutes les dimensions, je dirais que son point faible, ça reste quand même encore un peu la lutte. Et que Francis Ngannou, qui s'entraîne à l'Extreme Couture, a de quoi faire pour travailler sa lutte, et que sa puissance physique, il peut l'utiliser en lutte aussi. D'accord. Tu as évoqué le club, le gym de Ngannou. Pourquoi est-ce que ce gym-là aurait tendance à donner des facultés en lutte à Francis Ngannou? Alors d'abord, si je me trompe pas, il a fait sa prépa à l'Extreme Couture. Bon, moi, Randy Couture, c'était une de mes sources d'inspiration à l'époque. On connaît ses qualités en lutte libre et gréco, et c'est un des premiers qui dans le jeu a imposé la lutte comme facteur dominant pour le MMA. Après, c'est sans doute pas lui qui s'est personnellement occupé de la préparation. Donc, mais en tout cas, je pense que le niveau moyen en lutte aux États-Unis, dans le MMA américain, est très élevé en lutte, et que c'était forcément une des choses qui pouvait apporter à Francis Ngannou. Et encore une fois, si l'entraîneur est logique, effectivement, on connaît la puissance de Francis Ngannou, qu'il a exprimée par sa puissance de frappe, la même puissance utilisée en lutte. Est-ce que c'était un game plan de lutter? Il disait que c'était pas spécialement un game plan de lutter, que ça n'a pas été un game plan de lutter, mais il s'est adapté au fait qu'il était un peu moins impérial debout. Après, ça revient un peu aussi à ce que tu disais, quoi. En fait, je pense qu'il n'avait pas forcément prévu d'avoir besoin forcément d'emmener au sol. Je pense que s'il avait réussi à percuter en boxe, il serait resté en boxe. Mais en tout cas, j'avais vu une ou deux vidéos de Francis Ngannou à l'entraînement, où on le voyait faire une belle amenée au sol. On le voyait en live, il était à l'entraînement avec un adversaire qui ne se laissait pas faire et qui se faisait emmener. Et il y avait une technique assez basique, comme on peut s'attendre à ce qu'il la fasse, mais qui marche bien parce qu'il y a la puissance derrière, avec un ramassement de jambes, en utilisant la cage.
Et je pense qu'effectivement, il s'est senti en difficulté parce qu'il trouvait pas de solution face à Cyril en boxe, qui était trop rapide, qui se déplaçait, qui mettait de la variété comme il sait très bien le faire et qui, pour moi, dominait les échanges en boxe et il lui restait plus beaucoup d'autres options en fait. Mais c'est simplement la logique du combat. Il a un adversaire qui l'empêche d'utiliser son point fort en boxe parce qu'il est trop mobile, parce qu'il va trop vite et qu'il met en difficulté parce qu'il est trop imprévisible. Et la deuxième solution qui lui reste, c'est d'emmener au sol et de bloquer l'adversaire au sol parce que là, l'adversaire le plus mobile du monde, une fois qu'il est bloqué au sol, en fait, il est bloqué au sol. Et là encore, la puissance physique l'aide. C'était son game plan. Est-ce qu'il ne s'est pas grillé trop tôt? Est-ce qu'il ne s'est pas grillé trop tôt en termes de cartes montrées à son adversaire, à Francis, et aussi en termes de cardio? Voilà mes quelques questions. Alors, en fait, moi, la première amenée au sol et les deuxième, troisième tentatives, pour moi, c'est pas des vraies tentatives d'amener au sol. Alors, peut-être la première, il tente, peut-être avec l'effet de surprise, mais on voit qu'il met pas toute sa vie dedans, quoi. C'est-à-dire, il lâche assez vite. Pour moi, c'est une deuxième façon de créer de l'incertitude. Il montre que, en même temps, d'une part, c'est une manière d'échapper à l'anglaise de Francis. Parce qu'il a Francis qui met la pression en point et j'ai l'impression qu'il descend dans les jambes pour échapper à l'anglaise. S'il avait pu amener d'un coup, il l'aurait fait, mais il insiste pas trop. Donc je pense pas qu'il se grille, ni en énergie, ni sur sa stratégie, parce que il laisse Francis dans l'incertitude, parce qu'il reboxe après, il en fait pas tant que ça. Ça donne juste une incertitude de plus. Et je suis pas convaincu qu'il est tenu absolument à amener au sol au premier round. Je pense que c'est plus pour mettre de l'incertitude. Par contre, le très beau single leg qu'il fait dans le dernier round aurait pu lui amener la victoire. À mon avis, alors c'était beau, hein. Moi, en plus, c'était ma spécialité à l'époque. Je sais pas s'il y a une filiation par l'intermédiaire de Lopez là-dedans, mais la tentative de clé de talon est belle, hein. Enfin, il rate la première et arriver à la reprendre en étant en dessous, c'était très beau. Après, il prend un gros risque. Il prend un gros risque de se retrouver en dessous. Et là, comme je disais, c'est pour moi celui qui est en dessous qui va se retrouver en difficulté, sachant que même si les deux ont progressé, ni l'un ni l'autre ne sont des grands spécialistes du sol. De quelle top position aurait dû conserver Gane? En fait, n'importe quelle top position. C'est-à-dire que même s'il est dans la garde, même si Francis lui contrôle une jambe, du moment qu'il est au-dessus, je pense qu'il maîtrise. Parce que la seule chose qu'il a à faire, c'est d'empêcher Francis de renverser ou de réussir à se relever, en fait. Et je pense que juste en le maintenant là, un grand endpoint efficace sans prendre de risques, et ça peut lui apporter la victoire. À partir du moment où il part sur la clé de jambe, il prend le risque que Francis en profite pour revenir, et c'est ce qui se passe. Il arrive à récupérer, il arrive à bien récupérer la clé de talon. Il n'est pas très très loin de la passer la deuxième fois. Mais là, il insiste trop, je pense. Quand ça passait pas, il fallait qu'il lâche et il fallait qu'il revienne au-dessus de Francis au moment où il pouvait encore. C'est toujours plus facile à dire après. Mais moi, je pense que même la première, c'était un gros risque. Alors, il s'est dit, je perds au point, je peux arriver à le soumettre avec ça. En fait, il a joué à qui tout double. Et le contrôle. Au début, moi, je pensais qu'il voulait passer sa garde. Mais vous avez raison, j'ai revu, il essaie direct le talon. Pourquoi? Ouais, il essaye. Ce qui est fou, ce qui est prématuré. Mets-lui des guégas, c'est prématuré. En effet. Évidemment, il a 3 minutes pour essayer de le contrôler, essayer de rester au-dessus. Et Francis, il nous avait montré contre Stipe qu'il savait pas quoi faire sur son dos. Voilà, il a montré qu'il a progressé. Du coup, je pense qu'il va la regretter, cette erreur.
Ça a l'air regrettable. Après, il va avoir la feuille de pointage. Oui, Mathieu. Après, ça, en fait, on est bien d'accord. Moi, je pense que la clé de talon, c'est ce qui fait basculer les choses. Après, on peut pas préjuger de ce qui se serait passé, mais en tout cas, s'il était resté au-dessus après la belle amenée au sol, pour moi, il avait les moyens de remporter le 5e et dernier round. Je pensais qu'il avait gagné. Voilà. Alors, moi, pour le coup, les 2 premiers rounds étaient en sa faveur. Les 2 suivants, la faveur de Ngannou, mais plus nettement aussi. Donc là, il y avait une interrogation. Quand Lopez lui dit, si là, t'es en retard, moi, je pense que, en fait, il a raison. C'est-à-dire que la domination est quand même plus nette pour moi, pour Ngannou, sur les rounds 3 et 4 qu'elle ne l'est pour Cyril pour les 1 et 2. Et ça, après, comme on les juges vont interpréter au niveau du pointage, on a vu que dans les 3 juges, il y en avait un qui mettait 2 points d'écart entre les 2. Donc là, il y avait un gros risque quand même. Et je pense il a raison de lui dire qu'il faut accélérer. Et c'est parce qu'il accélère, je pense qu'il place l'amener au sol. Il y a d'abord qui va plus à l'affrontement en frappe, donc il touche plus. Donc il met plus d'incertitude parce que du coup Francis se méfie plus des frappes qui touchent plus fort. Il place super bien son amené au sol. Est-ce qu'il l'aurait fait s'il n'avait pas accéléré? C'est pas sûr. Par contre, effectivement, là où il s'emballe et là où il aurait pas dû y aller, c'est au moment de la clé de talon, je pense. Voilà. Là, oui, je suis d'accord. J'ai une petite question pour Mathieu. Je suis désolé, j'interviens un peu. Ouais, bonjour Mika. Salut à tous. Déjà, bonjour Monsieur Nico. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir discuter avec vous. C'est une légende vivante. Merci beaucoup. Enchanté, Mika. Et du coup, moi, j'aurais une autre question. Est-ce qu'on pourrait pas aussi dire que on a peut-être vu Cyril Gane un peu plus intelligent en termes de combat, hein, je parle évidemment, qu'il ne l'est vraiment, parce que quand on voit le sweep ciseau de Gane, il le fait de Ngannou, il le fait en 3 temps. Il est, il l'appelle, il le faxe, il est prévisible. Moi, devant ma télé, je l'ai vu avant même qu'il l'engage. Est-ce que c'est pas aussi un problème de fight IQ finalement au moment où il est en danger, ou en tout cas pas dans sa zone de confort? Après, je pense que le fight IQ, ça peut se voir de plusieurs façons aussi. Je pense que Cyril Gane, ce qu'il a surtout, c'est une variété technique qui est très importante. Et que, donc, aussi bien en anglaise, en boxe thaï, mais avec des déplacements qui ressemblent à du taekwondo presque, des coups de pied effectivement improbables et qui touchent, des amenées au sol de lutte qui restent à développer mais qui sont existantes et des soumissions qui restent à développer mais qui sont existantes. Après, il a toujours combattu un peu comme ça en fait. Je me rappelle d'un combat précédent, je sais pas si c'était pas au Canada à l'époque où il soumet l'adversaire effectivement avec une clé de talon. C'est sa façon de combattre. Après, là, au niveau de l'intelligence de combat, je pense que moi, il y a peut-être un peu de... Là, on abandonne un petit peu le fight IQ parce que ça marche plus, parce qu'il perd en fait, parce qu'il est un petit peu en retard, je pense, ou en tout cas, il le suppose avec son coin, et moi, je partage cet avis. Et que donc, en fait, il tente le tout pour le tout. C'est à ce moment-là, c'est le 5e round. On est à la fin. Et s'il fait pas ce qu'il faut là, il risque de perdre. Donc là, en fait, il tente. C'est-à-dire, je pense qu'il oublie un peu là le fight IQ et en fait, il tente le tout pour le tout. Et alors peut-être qu'effectivement, en gardant la maîtrise totale du combat, des émotions, etc., peut-être juste rester au-dessus après le single leg, ça lui aurait permis de remporter la victoire. Je viens d'arriver, bonjour à tous. On a été coupé un moment, je crois. Ouais, à mon avis, Lethal rencontre quelques problèmes de connexion, donc du coup, je vais prendre sa place à mon avis. Donc du coup, oui, on peut voir que Cyril Gane a tenté le tout pour le tout dans le dernier round. Est-ce que c'était la bonne chose à faire, ça, en regardant la feuille de pointage? Je ne pense pas, mais au vu des consignes de Fernand Lopez, on peut comprendre qu'il soit allé à fond, quoi. Voilà. Bon, après, moi, je pense que les consignes de Lopez qui étaient d'accélérer, bon, il reste une part de décision de Cyril Gane. Je crois que Lopez, au moment où il voit que Cyril Gane va partir en arrière, en fait, on l'entend. Et je crois que Lopez lui dit non. Et donc là, il n'écoute pas.
Probablement parce que il est dans son jeu. Là, il est presque peut-être trop à l'instinct. Il y a peut-être plus de fight IQ là, effectivement, à ce moment-là. C'est pas grave. Sinon, moi, j'avais une question peut-être intéressante pour vous. Déjà, bonjour, Monsieur Nicourt. Bonjour, enchanté. Un plaisir. Je voulais vous demander au niveau des clés de talon. Oui. Donc, c'est une soumission qui paraît quand même assez risquée parce que combien même elle est faite parfaitement, si la personne ne veut pas taper, c'est pas comme une guillotine où on peut endormir. Donc, c'est peut-être pour le MMA, c'est peut-être pas la meilleure des soumissions. Donc, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Alors, sur la clé de talon, bon là du coup, moi j'ai gagné plusieurs combats sur cette technique-là. C'est à une époque où peu de gens la faisaient. Je sais que c'est devenu beaucoup à la mode en grappling par la suite, mais plusieurs années après. La première chose, c'est que moi la clé de talon, surtout pour le combat libre, surtout pour le MMA, je la tentais pas lorsque j'étais dans la position dessus. C'est-à-dire que je la tentais en général lorsque j'étais en dessous. Donc là, je dirais que le risque est pas si important puisqu'on est en dessous en fait. Donc je risque pas de perdre la top position. Ce qui est risqué pour moi, c'est tenter une soumission où tu pars sur le dos lorsque tu es au-dessus. Où là, tu risques de perdre l'avantage que tu as en MMA à être au-dessus, puisque tu peux utiliser le grand end pound. Ensuite, pour l'efficacité de la clé de talon, attention à pas confondre clé de cheville et clé de talon, effectivement. Moi, la clé de talon, quand elle est verrouillée, si le gars tape pas et que je tourne, enfin ça m'est arrivé, hein, même en faisant très attention, en prévenant le partenaire, elle est verrouillée, tape, non, ça va craquer. Et 2-3 fois, les gars ils disent non, il y a rien, je sens rien. Et en tournant tout doucement le talon, tu entends le clac, clac, clac. Et tu peux arracher entièrement un ligament avec une clé de talon, hein, si elle est verrouillée. Donc le mec, quand il a plus de ligament, c'est assez compliqué de poursuivre le combat. Donc moi, je pense que c'est une soumission qui peut vraiment être aussi efficace. Bah, la même chose que si tu fais un armbar, quoi. À un moment donné, l'articulation cède, quoi. Et t'as la même chose, le clé de talon, ça touche la cheville, ça touche l'articulation du genou en même temps. Et vraiment, on a les ligaments qui sautent, hein, si l'autre résiste alors que c'est verrouillé à fond. Donc moi, je pense que tu as la même chose que sur n'importe quelle clé articulaire, la même efficacité, le même danger pour l'adversaire qui l'oblige effectivement à abandonner. Après, le risque, c'est de tenter la soumission comme l'a fait Cyril, alors que Francis Ngannou était en dessous et où là, il y avait un gros avantage à le laisser en dessous. Et je pense que le risque, il est là pour moi. D'accord, ok. C'est entendu. Surtout quoi, le faire au 5e round comme ça, c'était vraiment, c'était fou quoi. Bah moi, je pense qu'il pouvait le faire au 5e round dans les 10 dernières secondes. Moi, ça me fait un peu penser aux gens qui font la guillotine quand ils sont en position de force, et c'est à peu près pareil parce qu'après, si tu la rates, tu te retrouves en dessous. Voilà, en fait, pour les soumissions, il y a un énorme intérêt en MMA si on est en dessous. Parce que là, voilà, c'est soit j'arrive à renverser, me relever, mais si je peux le soumettre en dessous, bon, à ce moment-là, on gagne le combat. Et puis si ça marche pas, de toute manière, on perd pas la position. C'est ce qui est pour moi le risque, c'est de tenter la soumission où on part sur le dos, finalement, alors qu'on est au-dessus. Ouais, exactement. Il faut avoir confiance en ses soumissions. On peut voir notamment le cas de Khabib contre Justin Gaethje qui part sur un triangle depuis la montée. Et qui risque de perdre sa position dominante, mais qui a une telle confiance en sa soumission qu'il y va quand même, quoi. Donc, et puis c'est vrai que quand il y va, le triangle, il est déjà verrouillé de chez verrouillé, pratiquement. Il sait que l'autre, les chances de sortie, elles sont minces, quoi. Ouais, justement, c'est une bonne comparaison, le triangle de Khabib, parce qu'en fait, c'est des soumissions à compression. S'il tape pas, dans tous les cas, il va perdre connaissance. Et je veux dire, même une clé de talon super bien faite, ce qui n'était pas le cas de Cyril, parce que, pour moi, elle était pas très bien réalisée, il s'était pas mis de profil. Mais bon, c'est un petit détail. Si Ngannou ne voulait pas taper, je sais pas si vous êtes d'accord, Mathieu Nicourt, s'il voulait pas taper, pour moi, même si ça craque, s'il arrache tout,
il aurait pas tapé, quoi. Il aurait pu gagner le round quand même. En fait, pour moi, ça dépend de la façon dont est verrouillée la clé. Si tu maintiens la jambe, que ça commence à craquer un peu, mais que ça va pas au bout, effectivement, il peut craquer un peu, il peut se dire bah je tape pas et je m'en fous et on y va. Mais ça, tu l'as sur n'importe quelle soumission. Moi, je me rappelle d'un combat où j'étais pris effectivement avec un armbar. J'ai entendu mon coude craquer et j'ai regardé l'autre comme s'il y avait rien et il a lâché sa clé et j'ai continué le combat. Mais mais après, quand c'est verrouillé de chez verrouillé, pour le armbar, il me la tenait, mais à peu près bien, mais pas assez pour forcer plus. Un armbar verrouillé de chez verrouillé, tu continues jusqu'à ce que l'articulation elle cède et que le coude il plie à l'envers, l'autre il continuera pas. Et tu peux avoir ça avec une clé de talon aussi. Hein. Si tu fais le tour de la jambe avec ta jambe extérieure, que tu passes en dessous de la deuxième, je sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire que tu bloques complètement les possibilités de rotation de l'autre, tu peux vraiment lui arracher les ligaments et faire encore crac, 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 en faire 5, 6, et au bout d'un moment, je pense que sa jambe tient plus, quoi. Après, il faut vraiment l'avoir bien verrouillé, bien verrouillé. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile à placer en combat. Après, je dirais, moi, ce que je montre à la salle, quand on passe la clé de talon, lorsqu'on est dans la position supérieure, c'est se maintenir toujours la possibilité de, si ça passe pas, je reprends appui sur ma main et je remonte. C'est-à-dire que je vais pas aller insister, prendre le risque absolu de faire ma clé de jambe. Ce qui est le plus important, c'est que si je suis en position supérieure, il faut que je garde ma position supérieure. Donc si je suis sûr de moi, si je maîtrise bien la clé de jambe dans l'axe ou clé de talon avec une rotation, je peux la tenter à la limite, mais si je me garantis de pouvoir remonter sur l'autre, c'est-à-dire que si je sens que ça passe pas, je dois être sûr que je le contrôle avec le pied sur la hanche, sûr que je peux me réappuyer sur la main derrière pour remonter au-dessus après. Et on voit que Cyril, il part et il y va, quoi. Il se ménage pas de possibilité de remonter. Je pense même qu'il aurait pu, après la deuxième tentative qui était plus avancée, je pense que là, il aurait lâché un moment, il pouvait remonter sur Francis. Après, comme toujours, c'est plus facile à dire vu de l'extérieur, mais je pense qu'il le fait pas, il y pense pas, il est peut-être trop concentré sur la clé, il pense que c'est sa dernière chance et il pense pas à maintenir la position supérieure et je pense que c'est ça qui lui coûte la victoire. D'accord. Donc l'analyse est plutôt... Je partage la même analyse. Après, sur la technique en elle-même, moi je l'ai pas trouvée super bien faite. Pourtant, je pensais que pour moi, Fernand Lopez avait misé justement sur un combattant très dans le déplacement. Et s'il est mis au sol, avoir une spécialité, partir en clé de talon. Et je pensais qu'il la maîtrisait à la perfection. Je sais pas si pour vous la technique elle était parfaite. Pour moi, elle était pas verrouillée. Enfin, il était pas de profil sur le talon. Bon, après, sur le fait d'être de profil ou pareil, il y a plusieurs variantes. Moi, je pars d'un côté, il y en a qui la font de l'autre en verrouillant les jambes. La vraie question, c'est est-ce qu'il peut bloquer la jambe? Est-ce qu'il peut complètement contrôler la rotation de Francis? Et là, effectivement, en tout cas, dès la première tentative, il n'y arrive pas. Et c'est là qu'il aurait dû se relever une première fois. Là, encore, je parle encore une fois du fait qu'il pouvait revenir au-dessus de Francis. Et la deuxième fois qu'il la tente, il la reprend. Là, je trouve qu'elle est belle d'ailleurs, parce qu'il la reprend de la demi-garde, si je me souviens bien, alors qu'il est en dessous. Et ça, c'était pas simple. Et ça montre un bon travail technique. Mais après, quand là, Francis va lui échapper, en fait, il insiste trop longtemps. Et il aurait lâché plus tôt, il aurait pu revenir sur Francis, je pense aussi à nouveau ici là. C'est là où pour moi il y a une faille technique. Après, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir utiliser les clés de jambes sans souci. C'est un vrai grappleur, un pur grappleur où il est sûr que même s'il perd la top position, c'est pas très grave. Il y a un moment où il va sweeper, il y a un moment où il va renverser, il y a un moment où il repartira sur une autre. C'est pas des spécialistes, du sol. Donc je dirais que pour ce type de combattant-là, il faut la tenter quand on est presque sûr de son coup. Et surtout, si ça foire, faut
très très vite, faut lâcher en fait et faut revenir dessus. Et c'est ce qui, je pense, manque à son jeu à ce moment-là. Voilà. Moi, je pense que tu tentes une clé quand t'es en dessous parce que tu veux pousser l'autre à se relever surtout. Voilà. Soit tu veux le soumettre ou alors l'obliger à se relever, pas quand t'es en position de force comme ça. C'est ça. Enfin bon, de toute manière, à la base, je pense qu'il aurait mieux fait. Il avait bien fait le boulot avec le single leg. Il était au-dessus. Francis, c'était sûr qu'il allait pas lui mettre un triangle. C'était sûr qu'il lui mettrait pas un triangle en étant sur le dos. Il pouvait rester là, travailler sur le grand end pound, maintenir Francis sur le dos. Même s'il a progressé au sol, c'était sûr que ça serait resté à son avantage. Après, voilà. Après, il tente. À mon avis, c'est vraiment ça qui fait basculer le combat et il aurait pas dû la tenter. Okay, pour le sujet. Et après, si on va chercher les détails, je pense que même en ayant tenté, il y avait des possibilités de revenir au-dessus et il a peut-être plus ça en tête à ce moment-là qu'il faut qu'il reste au-dessus, en fait. Voilà. Ok pour le sujet. Merci à Mathieu pour les détails. Guillotine 45, je crois. Bonsoir, tu as une question? Bonsoir. Je voulais juste rebondir justement sur ce heel hook, sur cette clé de talon justement qui, je suis d'accord, a peut-être coûté au final la victoire à Cyril. La première question venait de je sais plus qui, pardon, mais c'était ce qu'il y a moyen de au final de pas taper de l'autre côté, même si la clé de talon est faite parfaitement. Et il y a un exemple qui m'est revenu. Bon, c'était certes en fin de combat, mais c'était Tony Ferguson contre Benel Dariush. Et Tony Ferguson s'est fait vraiment prendre sur une clé de talon qui était vraiment deep de la part de Benel Dariush, où il était vraiment bien positionné. Il avait son talon au-dessus de la hanche, elle était loquée, les deux jambes étaient vraiment allongées. Et Tony Ferguson, il a pas tapé, mais il restait juste 10 secondes, quoi. C'est-à-dire que, pendant une minute, il aurait pas pu tenir comme ça, comme c'était très bien dit de ta part, Lethal, je sais plus si c'était peut-être Mathieu, pardon, excusez-moi. C'est sûr qu'au bout d'un moment, si tu la places vraiment bien et que l'autre est doué en grappling, tu vas soit casser un ligament, soit casser un genou, soit casser une cheville, tu vas casser quelque chose. Donc, sur une courte période, oui, il y a moyen de pas taper, mais sur une longue, si Cyril l'avait vraiment loqué et il l'avait pas vraiment loqué, il aurait pu soumettre Francis, mais je le voyais vraiment pas le soumettre sur déjà de la position parce qu'elle était un peu sloppy, je trouve, qu'elle était pas super bien calée. Et Francis avait l'air de chiller, quoi. Il avait l'air tranquille, il avait pas l'air vraiment pressé de se relever. Mais le genou, en fait, était déjà sorti de la fameuse zone où tu peux être en danger, quoi. Donc absolument. Il lui manquait l'angle au début et puis comme tu dis, une fois que le genou s'est sorti de la jambe de la zone de danger, quoi, et que les hanches étaient plus si bien positionnées, c'était foutu, quoi. Et déjà, je trouve qu'il y avait cet aspect un peu. Je suis désolé, je vais passer sur peut-être un petit autre angle. Après, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre, mais il y a pas eu une espèce d'abandon sur le combat d'aller chercher ce heel hook. Mais un peu quand même, parce que c'est un peu une tentative désespérée. Vous en avez peut-être parlé un peu, quoi, derrière, mais c'est sûr, c'est le 5e round. Cyril est à 2-2. Fernand Lopez lui a crié dessus à lui dire gars, tu vas perdre ton combat, tu peux pas continuer comme ça. Et dans ces moments-là, c'est sûr qu'il lui manque peut-être l'expérience des grands rendez-vous à Cyril. Encore, il est super expérimenté vite sur ses années d'expérience, mais dans la cage, sur des grands moments comme ça, où c'est vraiment les moments où les champions se font, c'est sûr qu'il peut y avoir un peu de précipitation. Et à ce moment-là, peut-être qu'il a pris la mauvaise décision. En tout cas, sur la finalité de comment ça s'est passé, c'est clair, c'était pas la bonne décision. Mais bon, évidemment, c'est facile à dire de notre côté derrière l'écran quand lui il est dans la cage avec la pression du 5e round et d'une ceinture à la fin. C'est sûr, c'était compliqué, mais c'était pas vraiment la chose à faire sur ce moment-là. Et c'est sûr que il aurait été mieux de se mettre dessus et puis même de faire comme Francis a fait, parce que Francis, au final, les takedowns étaient super beaux, mais qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il a fait de la rétention. Un peu comme Blacko a fait sur Easy, il a fait de la rétention en dessus, du ground and pound vraiment timide. Puis bon, on va se l'avouer, à part passer une Kimura ou alors des choses vraiment de base, je vois mal Francis, faire des choses de fou en BJJ, quoi, sur le dessus. Mais il a fait ce qu'il y avait à faire pour gagner la ceinture. Gane aurait pu le faire au 5e et Gane a pris une décision qui a fait que il s'est pas retrouvé dans cette position-là. Il a pas pu le faire et il a perdu.
Après, c'est un peu ce que je disais. Moi, je pense que ça se joue plus pour les deux sur la lutte que sur le grappling, parce qu'effectivement, c'est ce que tu disais. Ni l'un ni l'autre ont un grappling de fou. Ils vont pas nous faire, un triangle magique, voilà. Mais par contre, voilà, comme Francis l'a fait, il gagne le takedown. Il sait que s'il reste dessus, il met 2-3 frappes, et encore, il en a même mis très peu, mais juste là, il maintient la position, minimum de frappes, puis en fait, il gagne le combat comme ça. Moi, je pense que Cyril aurait pu le faire. Il aurait peut-être pu le faire, effectivement, s'il n'était pas parti sur cette clé de talon. Est-ce que ce serait possible que, en fait, Cyril soit beaucoup trop un scientifique du combat, dans le sens où là où je veux en venir, c'est qu'il n'a pas ce côté reptilien qui lui permette en fait de s'adapter sans forcément avoir besoin de réfléchir, et c'est justement son instinct animal qui va faire en sorte qu'il va réussir à inverser la vapeur ou à trouver la clé ou la faille dans les moments difficiles, parce que jusqu'à maintenant, comme je disais avant, on l'a vu toujours tout en gestion, tout en contrôle, vraiment comme je le vois un peu comme un scientifique qui maîtrise absolument tout ce qu'il fait. Et là, c'était vraiment la première fois où il était dans la difficulté. On s'est peut-être rendu compte qu'il n'avait pas cet instinct de tueur comme Ganou là, en fait. Moi, je suis pas tellement d'accord, dans le sens où. C'est une question, c'est vraiment une question. Ouais, moi, je pense certes, il y a une faute. Vas-y, je te laisse parler. Moi, je pense il s'est un peu surcoté il a un peu surcoté son jeu au sol, un peu surcoté sa lutte. C'est pour ça qu'au début, il mixe un peu, c'est pour envoyer un message, c'est pour lui dire, je vais te faire la leçon debout, mais attention, je peux toujours mixer, te mettre au sol et faire ce que je veux. C'est ça, parce qu'il pense être plus fort que Francis dans tous les compartiments. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il doit se dire, je peux tenter une soumission, ça va marcher parce que je suis plus fort que lui au sol. Ce que tu dis est marrant, ça a du sens, parce que je l'ai trouvé très facile. J'ai plus de son. Ça a coupé. Ça a coupé, là ça revient. Oui, Mathieu. Allô? Je pense qu'il a brûlé. Ça a coupé de son côté, je crois. Okay. Ça a coupé de son côté, ouais. Mais du coup, vous pensez qu'il s'est un peu surestimé ou pas, Cyril? Surestimé sur quoi? Sur son niveau en lutte et son niveau au sol. En fait, moi, je revenais un petit peu sur ce qu'on disait, sur est-ce que c'est quelqu'un qui est en maîtrise totale ou qui peut fonctionner à l'instinct. Je suis pas sûr, moi, on parle de Fight IQ, mais je suis pas sûr qu'il soit si en maîtrise totale, planifiée de tout ce qu'il fait. Ça reste un artiste aussi un peu, je trouve, qui va faire des coups de coude improbables. Là, il en a vu faire un coup de pied retourné improbable. Moi, je pense qu'il y a toujours un peu d'instinct dans son jeu à Cyril. Et c'est peut-être ça qui lui coûte la victoire là. C'est que j'avais déjà vu tenter une clé de talon, et d'ailleurs la réussir dans un autre combat, comme on l'avait dit, sur un adversaire beaucoup moins expérimenté, beaucoup moins fort que Francis. Mais en fait, c'était pareil, quoi. Il aurait pu gagner le combat en restant au-dessus, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de la faire non plus. C'est un peu un artiste qui fait aussi... Alors, il y a un Fight IQ, il y a une planification, mais c'est aussi en même temps un artiste qui fait un peu au feeling, je pense, et c'est ce qui fait la beauté de son jeu et la variété. Et là, par contre... ça se retourne contre lui. Je pense qu'il peut se le permettre en pied-point parce qu'il a une maîtrise, parce qu'il fait des choses qu'aucun autre poids lourd ne sait faire et qui survole la catégorie avec le pied-point. Il la survole pas pareil dans la lutte et dans le sol, et donc là, le fait d'y aller de façon un peu artiste comme ça se retourne contre lui dans des domaines où en fait il a pas la maîtrise parfaite, justement. Je me permets de vous contredire, Mathieu, parce que la clé de talon dont vous parlez, c'était sur un Brésilien, un black belt de JJB, et en fait, il l'a fait sur demande de Fernand, c'est-à-dire que Fernand lui dit prends la clé de talon, et dans la seconde, il saute sur la clé de talon, et il l'a fait. Et comme vous aviez dit précédemment, au moment du sweep ciseau, Gane veut partir sur la clé de talon et Fernand Lopez lui demande de pas le faire, lui crie non, ne le fait pas, il le fait quand même, et c'est là où il se fait suivre. Donc du coup, c'est pas forcément cet instinct d'artiste, c'est plus justement de pas avoir peut-être suivi la consigne de l'instant, ou peut-être pas l'avoir entendu aussi, hein, c'était peut-être compliqué de l'entendre.
Après, peut-être. Alors, certains disent qu'il devait y aller. Excuse-moi, Mathieu, de te couper, parce que certains disent que Fernand Lopez lui aurait dit d'y aller. Toi, Mathieu, tu as entendu non. Donc, à revoir. Moi aussi, j'ai entendu non. Ouais. Okay. Non. Je pense que ce que certains ont dit, c'est que Lopez lui avait dit que là, il fallait vraiment qu'il fasse le forcing, et ça, effectivement, il le fait. Mais ça, pour moi, le conseil est bon à ce moment-là, parce que il y a 2 rounds partout. Même si c'est une égalité parfaite, effectivement, en fait, il faut faire la différence. Il n'y a plus qu'un round, et c'est là qu'il doit faire la différence. Il vient de perdre les 2 d'avant, donc là, il est Francis avait pris l'ascendant, donc il faut reprendre l'ascendant. Après, sur la clé de talent, moi j'avais juste vu les images de la première à l'époque. Maintenant que tu dis, je me rappelle que c'était un Brésilien aussi. Je savais pas que c'était Lopez qui lui avait demandé de le faire à l'époque. Ce que j'avais vu moi, c'était qu'il prenait un risque. Là, il prend le même risque et ça se retourne contre lui. Mais après, je sais pas si là c'est le côté artiste qui fait qu'il l'écoute pas, ou s'il y a d'autres raisons, le stress. Mais là, j'ai l'impression que même s'il y a un game plan de base, il a quand même une liberté d'action. Je suis pas sûr qu'il était prévu qu'il fasse le coup de pied retourné. Du coup, selon vous, est-ce que le coaching de Lopez a été bon? Est-ce qu'il a été au niveau d'un combat pour le titre? On le rappelle, c'est quand même son 2e combat pour le titre qu'il perd. Donc, c'est à noter quand même. Est-ce qu'il est fait pour les grands rendez-vous? Justement, moi, je l'ai trouvé beaucoup moins technique, beaucoup moins précis dans ses inter-rounds par rapport à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. D'habitude, il était vraiment très précis, il donnait des consignes vraiment très claires qui avaient du sens. Là, je l'ai trouvé beaucoup plus flou, j'avais l'impression qu'il avait beaucoup de stress, qu'il arrivait peut-être pas à réfléchir, ou qu'il avait l'esprit embrumé, ou pris par d'autres pensées qui ont fait qu'il n'a pas pu être à son niveau de coaching habituel. C'est l'impression que j'en ai eu. Et du coup, j'en suis arrivé à me poser la question de est-ce que Fernand Lopez est pas l'homme qui va faire de grands monsieur, mais pas réussir à les titrer forcément à chaque fois? Alors, je sais pas qui répond à ça. Moi, je peux peut-être donner un avis, connaissant bien Lopez. Bon, j'ai pas entendu tous les conseils de Lopez à l'inter-round, donc je peux pas dire si c'était plus ou moins précis que ce qu'il fait habituellement. Je dirais là. Il y a un moment où il voit bien, en tout cas clairement, il a la présence d'esprit de le voir qu'il faut pas partir sur la clé de talon. Ça, c'était important. Et c'est là où, en tout cas, il dit non et il est pas entendu. Pour le reste, encore une fois, je vois quand même un côté un peu artistique où il y a une part d'improvisation dans le jeu de Cyril Gane et qui lui réussit, qui fait partie de son style. Donc je suis pas sûr qu'on puisse le téléguider complètement. Il y a un game plan de base, mais il y a quand même et puis de toute façon aucun champion on peut le téléguider de A en fait à d'un point A à un point B. On lui donne une ligne directrice, mais il faut le laisser combattre aussi. C'est lui qui fait son combat. Est-ce qu'il aurait pu mieux le coacher? J'en sais rien. Moi, en tout cas, il a vu effectivement que le point décisif où ça part, où il part sur la clé de talon, où il perd la position et où peut-être là il perd le combat, ça il a vu qu'il fallait pas le faire. Après, sur l'ensemble du combat, comme on le disait, c'était difficile parce que c'était un peu imprévisible d'un côté et de l'autre. Moi, j'avais bien senti que il pourrait y avoir une différence au niveau de la lutte, mais on savait pas trop à quoi s'attendre aussi de la part de Francis Ngannou. Il aurait pu ne pas aller en lutte non plus. C'est très difficile de tout prévoir de A à Z. Et puis effectivement, comme tu le disais, c'est un grand rendez-vous. Il y a certainement du stress pour le coach, pour le combattant. Il y avait une grosse pression médiatique aussi avant qui peut avoir joué. Mais après. Moi, je vois pas d'erreur flagrante au niveau du coaching. Est-ce que ça a été plus flou que d'habitude? J'en sais rien. J'ai pas suffisamment entendu de choses qui me permettent de faire ce type de commentaire-ci.
moi, je pense qu'en tout cas, on n'est pas passé très loin. Donc, le coaching a dû être assez bon quand même. Mais je suis assez d'accord. C'est facile de dire maintenant que que Fernand Lopez ne va jamais avoir de champion, mais on est passé à un sweep de Francis Ngannou, une tentative de Clé de Talon d'être champion. Ça veut dire qu'il travaille. C'est la différence. C'est ce qui change tout. C'est c'est absolument pas un jugement, les gars. C'est vraiment, moi, je pose vraiment des questions. Je juge absolument pas. Je suis absolument personne pour juger. Hein. Fernand, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Moi, je pose uniquement des questions pour essayer de comprendre. Est-ce que c'est une possibilité ou pas du tout? Parce que être champion, ça se joue à des tout petits détails. Est-ce que Fernand a ces tout petits détails-là? Parce que dans sa communication, pendant tout le long du run de Gane, jusqu'au titre, il disait que c'était aidé par lui. C'est moi qui le dis, ça c'est lui qui le disait. Il s'en vantait, on en a vu même dans les reportages, dans tout le storytelling fait par RMC Sport, dans les 2 grands reportages qu'ils ont fait, on a vu très bien dans ces passages qu'ils insistaient sur la communication là-dessus. Donc, il en va de soi, du coup, mathématiquement, qu'à partir du moment où il dit, il joue sur cet aspect-là de la communication, qu'il téléguide Cyril Gane, est-ce qu'on peut, bien sûr, en restant raisonnable, l'inclure dans le fait que Cyril ne soit pas champion aujourd'hui? Mais justement, il a téléguidé jusqu'au 5e, parce qu'au 5e, tu vois bien qu'il panique, il lui dit, on ne peut pas perdre, c'est impossible. Il n'y a pas de consigne, là. Et c'est ça, c'est ce que je disais, en fait. C'est ce que je disais avant, c'est dans le flou total. Pour moi, jusqu'à maintenant, il était. Pour moi, c'est la seule faute qu'il fait. Il était trop dans le combat. Imaginons, il n'y a pas les problèmes qu'il y a avec Francis. Je suis pas sûr qu'il a cette réaction-là, tu vois. Mais oui, mais parce que justement, s'il n'y a pas les problèmes, mais quand il y a les problèmes, il faut justement en trouver la clé. Est-ce que Fernand peut trouver la clé? Je pense que oui. Je pense que. J'espère évidemment, hein, bien sûr. C'est uniquement une question. Pourquoi Cyril il sera jamais champion avec Fernand, c'est ça? Non, j'espère pas, je pense pas. Mais je sais pas, c'est vraiment une question que je me pose. J'espère que c'est pas le cas. En fait, moi, ce que j'aurais envie de répondre, d'abord, effectivement, il y a une pression, il y a un combat qui est en train peut-être de se perdre là. Est-ce que même le meilleur des coachs peut trouver exactement la solution pour le 5e round? J'en sais rien. Moi, je pense aussi qu'il faut pas quand même non plus trop surestimer le rôle du coach au moment du combat. Moi, je sais que je le fais avec mes combattants. Donc là, on a remonté un nouveau groupe il y a 2 ans. On a beaucoup qui combattent en amateur. On n'est pas du tout à ce niveau-là. Mais tu as une liberté qui est laissée à l'athlète. Le coach, il va intervenir quand il voit une grosse faute, quand il voit un gros trou, quand il voit une grosse opportunité, mais il pilote pas son combattant. C'est-à-dire, c'est pas son combattant, il le mène pas de toute manière avec un joystick. Il faut pas non plus, je pense, trop. Le rôle du coach est très important, mais c'est le combattant qui combat. Et à des moments, c'est le combattant qui sent que est-ce que quand on a un Oliveira qui remporte un combat avec une guillotine ou avec un triangle, est-ce que son coach a fait quelque chose là-dedans? Probablement pas. Il a senti le triangle. Donc le rôle du coach est certes important, mais il faut pas non plus le surévaluer, je pense. On peut pas tout faire à la place du combattant. Quand tu veux faire un combattant, que ce soit un champion d'Île-de-France de MMA en amateur ou champion de l'UFC, tu ne cherches pas de toute manière à transformer ton combattant en une marionnette. Tu cherches à faire en sorte qu'il soit capable d'être maître de son jeu et qu'à la limite, si t'es pas là, il puisse gagner quand même. Alors toi, tu vas lui apporter un plus. Mais tu cherches jamais à en faire une marionnette. S'il a un fight IQ, etc., c'est parce qu'il a son libre arbitre, et tu peux pas lui dire là fais le triangle, là fais le armbar, là fais un crochet, là machin. Il le sent à l'instant T. Tu peux lui donner une ligne directrice. Tu peux l'avertir quand il y a un trou, une faute ou quelque chose effectivement à exploiter.
ou lorsqu'il fait une bêtise, lorsqu'il va trop vite, etc. Mais c'est lui qui fait son combat. Et en fait, ça me semble important aussi, c'est-à-dire que on n'est pas en train de jouer avec un joystick, quoi. C'est le combattant qui combat. Et tu peux pas lui dire, là, crochet, uppercut, effectivement, le crochet, il le transforme en uppercut parce qu'à la fraction de seconde où il combat, il voit le trou. C'est pas son coach qui lui dit de faire ça. Son coach, il donne une ligne directrice. Après, est-ce que Lopez aurait pu mieux faire pour retourner la situation au 5e round alors que ça se dégradait pour Cyril finalement assez sérieusement? En tout cas, il essaye de le faire en lui disant, là, il faut que tu te réveilles, là, en fait, il faut taper, là, il faut être agressif. Ça marche pas mal, moi, je trouve, parce qu'effectivement, Cyril reprend l'ascendant dans le 5e round. Ok, du coup, Guillotine Podcast, en 2 mots, je te laisse conclure cette question et j'en pose une dernière avant qu'on puisse libérer Mathieu Nicourt. Cool, merci. Tu as levé la main. Ouais, merci. Donc oui, quoi, je peux comprendre un peu la question sur les consignes un peu floues de Fernand Lopez, parce que ce que je voudrais aussi ramener encore une fois, c'est l'idée de l'expérience, quoi. Faut pas oublier que c'est très récent quand même cette histoire de Cyril Gane, et puis même Ngannou aussi, son ascension était fulgurante, quoi. Et Fernand Lopez, je suis sûr que il a une grande expérience. Mais au niveau mondial, sur des gros titres mondiaux, dans une division de prestige, dans la plus grosse division du MMA, c'est pas non plus la même affaire. Faut lui laisser quand même un peu de temps, quoi, avant de pouvoir justement, créer ces petits moments, ces petits détails qui feront vraiment la grosse différence dans la fin. Faut pas oublier, comme vous le dites, que quand même, genre, c'est énorme, quoi. Cyril Gane est passé vraiment pas à grand chose d'aller chercher cette ceinture. Et tout ce qu'a construit Fernand Lopez, parti de vraiment pas grand chose, hein. C'est pas Etiti, c'est pas Team Alpha Male, etc. Où, genre, t'auras toujours, de toute façon, un rendement de fighters, de renommée mondiale qui vont venir chez toi parce que la porte est toujours ouverte. Chez MMA Factory, on a l'impression que c'est plus des combattants qu'il faut crafter depuis le début. Donc c'est sûr que genre il y aura toujours ces petites erreurs là, etc. Et puis je suis d'accord avec le fait que Fernand Lopez peut-être comme Cyril Gane au final, il y a peut-être eu un espèce de petit vent de panique dans le 5e qui aura fait la différence sur ce combat-là. C'est dur de les juger là-dessus quand même, parce que c'est encore une fois genre tout un beau parcours jusqu'à ce que ce soit quasiment la ceinture. Alors, il y a peut-être un truc, moi, que j'aimerais rajouter. On parle du coaching de Lopez. Je sais pas si vous avez écouté le coaching de Francis Ngannou. Parce que là, pour le coup, moi, j'entends l'un des coachs qui parle à un deuxième coach pour lui demander si lui, il a un avis sur la question. C'est-à-dire qu'en fait, ils se posent la question entre eux. On n'a pas l'impression que c'est super... que c'est super précis non plus, en fait. Et ça n'empêche pas Francis de gagner, d'ailleurs. C'est ce qui en était pour moi très très impressionnant, justement, c'est le fait que on a toujours pensé que Ngannou était pas forcément le fighter le plus intelligent du roster, et justement moi il m'a impressionné à ce niveau-là parce qu'il a eu très peu de consignes, et j'ai eu l'impression qu'il a su trouver les clés lui-même tout seul, et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Ouais. Mais là, tu vois, on en revient encore à ce qu'on disait. Le rôle du coach est important, mais il faut pas le surestimer. Il est surtout important d'ailleurs dans la préparation. Et le jour du combat, il apporte certains plus aux combattants, mais c'est le combattant qui fait le gros du boulot. Et justement, là, le coin de Ngannou, tu vois un coach qui parle, qui demande à l'autre s'il veut ajouter un truc, s'il a un avis. On sent que c'est pas super précis. En fait, moi, en fait, je dirais que alors, d'abord, il y a un truc qu'il faut remarquer sur Francis Ngannou et Cyril Gane. Ils ont tous les deux complété leur jeu en lutte et au sol, mais ils ont pas 20 ans, quoi. Francis Ngannou encore plus, mais Cyril Gane n'a pas 20 ans non plus. Je dirais qu'il y a quand même assez peu de chances que l'un comme l'autre deviennent des Charles Oliveira poids lourds. Donc ils resteront, ils peuvent progresser, mais ils resteront avec des gros points forts. Et là, la différence a pu se faire sur la lutte parce que ni l'un ni l'autre n'étaient des gros lutteurs à la base, je pense. Mais les points faibles de Cyril Gane comme de Francis Ngannou, on les connaissait.
on les connaissait, il n'y a pas eu besoin de ce combat pour les voir. On les voit juste un peu plus. Mais je pense que des combattants, le fait est que il n'y a pas eu un combattant au top de sa forme avec à la fois une boxe correcte et une très grosse lutte qui a pu s'imposer encore, mais c'est clairement ce qui va les emmerder, quoi. Et ça sera la limite aussi. Est-ce que Cyril Gane va arriver à bosser sa défense de lutte face à Curtis Blade? Fernand Lopez aussi en a peur. Il se dit que Curtis Blade, ça peut être quand même très costaud. Ça va vite te coller. C'est fort en lutte libre, c'est fort au clinch. Donc ce sera jamais évident pour Gane. Mais pourquoi Cyril il n'arriverait pas à défendre les TD de Miocic? Parce que Francis il a bien réussi. Même si ça a été une fois, il a bien réussi. Ça veut dire que il peut s'entraîner, il peut arriver à améliorer sa lutte défensive et debout, je pense qu'il est plus fort que lui debout. Vous en pensez quoi les autres? En fait, moi, je pense qu'il peut. Il peut très très clairement. Après, comme je le disais, moi, alors, outre le fait de savoir à quel niveau Miocic est actuellement, à quel niveau il sera quand il l'affrontera, s'il l'affronte, parce que je l'ai senti quand même moins affûté dans le deuxième combat contre Francis. Miocic, pour moi, c'est pas un vrai poids lourd avec la même puissance physique et ça, c'est ce qui peut l'embêter un peu pour amener des Francis Ngannou moi quand je l'ai vu contre Francis Ngannou, on n'avait pas l'impression que les deux, en fait, ils combattaient dans la même caté, quoi. Les auditeurs aussi marocains, ça va les intéresser. Pourquoi Yacine Bouganem t'a contacté? Est-ce qu'il t'a contacté? Comment en fait la remise en relation s'est faite? Et qu'est-ce que vous comptez travailler? Où est-ce qu'il en est? Alors, concernant Yacine Bouganem, bon, d'abord, il faut savoir que c'est une très courte préparation, donc il n'a pas fait toute sa préparation avec nous. Il peaufine la fin de sa préparation avec nous pour son combat prévu à Arès. Mais donc là, c'est sur un temps extrêmement court, donc je vais essayer de lui donner des petites billes, ce que je peux lui donner là. Mais évidemment, le temps est très très court. Ça s'est fait assez simplement. Il s'est pointé samedi matin à ma salle. Et puis il m'a demandé si c'était possible. Voilà. Et ça s'est enchaîné comme ça. On s'était jamais eu au téléphone avant, on s'était jamais croisé avant. Du coup, j'ai apprécié qu'un grand champion comme lui me fasse confiance, en tout cas. Mardi matin, il a un entraînement, je crois, avec Chris. C'est quelque chose qui compte pour moi, et donc c'est quoi la problématique quel est le très très court. Puisque vous comptez travailler et pourquoi? Mardi matin, il a un entraînement, je crois, avec Chris Projet Ngannou, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est quoi la problématique? Qu'est-ce que vous comptez travailler et pourquoi? Là, bon, après, évidemment, on va pas tout dévoiler ou quoi, mais en gros, on n'a pas beaucoup de temps. On en a même presque pas. Donc, c'est travailler vraiment sur du spécifique MMA qui pourrait lui être utile, c'est-à-dire les défenses sur les amener au sol, même si là, il va affronter un striker, mais ça pourrait faire la même chose que pour le combat auquel on a assisté là entre Cyril Gane et Francis Ngannou, c'est-à-dire que deux strikers, la différence, elle peut se faire sur la lutte aussi, même si c'est pas ce qu'on attend.